Je me présente, je suis le colonel Thierry Fluxa et je suis le chef du bureau recrutement au sein de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air, donc au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Je voudrais tout d'abord remercier monsieur le directeur d'Arctic de nous avoir donné cette occasion de nous exprimer avec le lieutenant Douglas qui m'accompagne et de nous exprimer sur la manière avec laquelle nous sommes venus voir Arctic pour qu'il nous accompagne tout simplement dans un projet, dans un domaine qui est, nous allons le voir, stratégique et vital pour l'armée de l'air et de l'espace. Voici en fait les thématiques en fait que l'on abordera. En tout premier lieu, j'ai trouvé en fait qu'il était important de replacer ce sujet dans un contexte plus global, à savoir quel est le quotidien des aviatrices et des aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace, et notamment de cette fonction recrutement pour laquelle nous sommes venus chercher un outil chez Arctic. Vous avez là les 3 missions principales qui sont assurées au quotidien par l'ensemble du personnel de l'armée de l'air et de l'espace. 41 000 militaires et 5 000 personnels civils qui œuvrent au quotidien pour ces 3 missions. La première, la posture permanente de dissuasion nucléaire aéroportée, complémentaire en fait de celle portée et assurée par la Marine nationale. Là encore une fois, tel que c'est mentionné, depuis 1964, cette mission est assurée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans discontinuité, donc depuis 1964. Deuxième mission importante, c'est ce que l'on appelle en fait la sécurité de l'espace aérien français. Il s'agit à la fois d'employer des moyens, principalement aériens, pour pouvoir tout simplement porter de l'aide à tout aéronef qui serait en détresse au-dessus de notre territoire, et le cas échéant, de pouvoir intervenir sur des aéronefs qui auraient un comportement douteux. Tout ceci, bien entendu, pour contribuer à la protection de l'ensemble des citoyens français. La troisième de ces missions principales est ce que l'on appelle l'intervention immédiate. C'est-à-dire que dans un cadre géopolitique particulier, n'oublions pas en fait que toutes ces capacités qui sont mises en œuvre au sein, de façon générale, des forces armées sont mises à la disposition du politique et que cet outil militaire et celui en fait, de l'armée de l'air et de l'espace en particulier sont là pour répondre à des attentes politiques et atteindre des objectifs, contribuer à atteindre des objectifs politiques. Pour ce qui concerne l'intervention immédiate, c'est tout simplement pouvoir, sur demande, déployer les moyens en fait, nécessaires, où que ce soit dans le monde, pour pouvoir aller gérer soit une situation, une crise humanitaire, ou dans le cadre d'un conflit en fait, un peu plus dense, mais d'envoyer en fait, des moyens plus adaptés. Voilà. Pour tout ce qui concerne ces moyens-là, bien entendu, on va s'appuyer sur des ressources. Ces ressources, oui, ce sont en fait des équipements. Je montrais en fait des photos en fait, d'aéronefs, quels qu'ils soient. Bien entendu, nos bases aériennes, qui sont en fait les lieux de stationnement depuis lesquels l'ensemble de nos moyens en fait, sont déployés, que ce soit au niveau national, mais également à l'international. Et puis, ce sont également, et surtout, ces personnels militaires et civils que j'ai cités, qui contribuent directement à générer ce qu'on appelle des capacités opérationnelles, qui doivent être, c'est leur caractéristique, pérennes, bien entendu, adaptées en fait, aux besoins du politique, bien entendu, mais pérennes surtout. Ça veut donc dire que ces aviatrices et ces aviateurs, alors j'ouvre une parenthèse, sous le vocable aviatrice et aviateur, ce ne sont pas uniquement en fait, des pilotes, ce sont toutes celles et ceux qui portent l'uniforme en fait, de l'armée de l'air et de l'espace et qui œuvrent au sein en fait, des plus de 50 métiers qui sont réalisés dans l'armée de l'air et de l'espace. Voilà. Que ce soit du militaire du rang, sous-officier ou officier, quelles que soient les spécialités. Ce sont ces femmes et ces hommes qui permettent en fait, de mettre en œuvre l'ensemble de ces aéronefs. Autant dire en fait, que si vous avez le budget pour acquérir les avions de chasse
je vais prendre cette image, les plus modernes au monde, mais que derrière cela, vous n'avez pas cette ressource humaine pour pouvoir les exploiter, les mettre en œuvre et en tirer en fait le meilleur bénéfice, il ne vous sert strictement à rien. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la responsabilité qui est la mienne, il s'agit d'aller recruter un peu plus de 3000 hommes et femmes dans ces 50 métiers et sur ces différents grades que j'ai cités. Donc 3000 hommes et femmes tous les ans. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, c'est ce qu'on va être amené à faire dans les années à venir, et même d'augmenter encore ces effectifs-là. Autant dire que pour ces raisons-là, le recrutement de l'armée de l'air, c'est à la fois vital, tout simplement parce que ces 3000 ou 3500 hommes et femmes que l'on recrute annuellement viennent simplement remplacer les départs naturels que nous constatons en fait tous les ans. Donc on vient, par cette occasion, je dirais, stabiliser, pérenniser en fait ces fameuses capacités opérationnelles que j'ai citées. Mais c'est également en fait une fonction stratégique parce qu'elle permet notamment au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace d'aller bâtir de nouvelles capacités opérationnelles. La création en fait d'un escadron de transport, par exemple franco-allemand, sur la base aérienne d'Évreux, sur la base en fait d'avions de transport Hercule, la création du commandement de l'espace, toutes ces structures, ces organisations qui sont créées ont bien entendu une finalité en fait opérationnelle et politique, et il convient en fait pour pouvoir tout simplement les mettre en œuvre, et bien d'avoir cette ressource. C'est donc en fait ma responsabilité. Je m'appuie pour cela sur des structures qui sont déployées partout sur le territoire national, mais également en Outre-mer. Ce sont environ 400 personnes qui me sont directement rattachées, une quarantaine ici à Tours au sein de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air, et puis pour le reste, ce sont en fait des hommes et des femmes qui sont déployés au sein de ce que l'on appelle des bureaux de recrutement air. Et parce que cette manœuvre est une manœuvre interarmée, la Marine nationale et l'armée de terre, bien entendu, sont également amenés à assurer ces missions de recrutement. On regroupe en fait ces trois armées au sein de ce que l'on appelle les centres d'information et de recrutement des forces armées, les CIRFA. Voilà. Donc, ces hommes et ces femmes sont déployés partout sur le territoire national et ce sont des structures, pour ce qui concerne l'armée de l'air, de 7 à 8 personnes. Guère plus. Je dis de façon générale parce qu'on va voir que, en fonction de l'environnement dans lequel évoluent ces hommes et ces femmes, il va bien y avoir en fait une densité, une population, ou en tout cas des cibles de recrutement qui vont être différentes, et il va donc falloir adapter cet outil de recrutement à cette population particulière, locale, régionale. Et là, on commence à toucher du doigt tous les aspects qui ont été abordés ce matin, c'est-à-dire l'appui à la décision, le géoréférencement, bien entendu, les données, qui vont nous permettre, en tout cas c'est notre objectif au sein du bureau recrutement, de disposer d'un outil nous permettant d'adapter au mieux cette ressource qui est comptée, à savoir les hommes et les femmes qui travaillent au sein de ce bureau recrutement, par rapport à ces zones qui sont de par en fait leur géographie, de par en fait des aspects que ce soit démographiques, économiques, totalement en fait différentes. Vous avez là par exemple tout simplement les populations, les effectifs en fait pour la population en fait qui nous concerne. Pour ce qui concerne l'armée de l'air et de l'espace, c'est des recrutements en fait qui vont de 16 ans à 30 ans avec des diplômes en fait de 3e jusqu'à bac plus 5, et donc le fait de pouvoir disposer d'un outil nous permettant de cibler en fait les zones où se situent les établissements, universités, collèges, derrière ça, ou établissements en fait de formation spécialisés, bien entendu. Derrière ça, de voir la population, la répartition en fait des populations, de voir la répartition de la population par rapport à l'implantation géographique de ces bureaux R de recrutement. Tout ceci nous amène, encore une fois, à optimiser notre manœuvre et, je dirais, dans un contexte sanitaire très particulier, celui que nous vivons tous,
Je me dois, encore une fois, lorsqu'on vient appliquer des principes de bordée, tout simplement parce que les personnels ne peuvent pas œuvrer en même temps, en fait, au sein de ces établissements, que le télétravail que nous avons tous vécu et que nous continuons à vivre vient amener certaines contraintes, eh bien, je me dois de pouvoir optimiser cette manœuvre au mieux. Et c'est ce qui nous amène à venir chercher en fait cet outil que l'on a intitulé donc GeoDirect pour d'outils en fait géodécisionnels en fait au profit du recrutement. Alors, j'ouvre une parenthèse pour préciser que à ce jour, et vous vous en doutez, tout applicatif qui est embarqué sur les réseaux du ministère des Armées fait l'objet d'une homologation au sens cybersécurité en fait du terme, particulièrement en fait sensible. Ce qui veut donc dire que dans la manœuvre qui nous a comment dirais-je, conduit à contacter Arctic et de nous accompagner sur ce projet, nous avons tout un protocole qui est imposé par en fait, l'autorité responsable en matière en fait, d'homologation, et nous devons présenter toutes les étapes en fait, de l'applicatif afin que le ministère puisse, de façon certaine, nous autoriser l'exploitation de cet applicatif sur nos réseaux intranet, quels qu'ils soient, même s'ils sont portés en fait, sur l'Internet et pas uniquement sur des réseaux classifiés de défense. Nous devons nous assurer en fait que, en matière de robustesse, d'intégrité de données, de disponibilité de données, tout simplement, il n'y a aucun souci. Vous avez précédemment cité en fait, la compatibilité RGPD. Bien entendu, nous y sommes également contraints. Et ce processus d'homologation est en cours. Ce qui veut donc dire qu'à ce jour, nous avons pu, dans cette progression en fait, et dans la continuité de ce travail d'homologation, nous avons pu déployer l'applicatif sur nos réseaux, mais pour l'instant, toutes les bases de données ne sont pas peuplées, tout simplement parce que je n'en ai pas eu encore l'autorisation. Ce sera le cas quand j'obtiendrai en fait, l'homologation officielle de cet applicatif. Ce qui veut donc dire que toutes les informations qui vont vous être présentées sont plutôt centrées sur la manière avec laquelle nous sommes venus chercher Arctic, sur les besoins qui nous conduisent à définir cet outil, plus que dans le retour d'expérience et l'analyse des résultats. On pourra, si vous le souhaitez, revenir en fait, lorsque notre expérience en matière d'exploitation en fait, de cet outil GeoDirect sera plus conséquente et vous dire exactement quels ont été les gains et dans quel secteur en fait, ils ont été les plus importants. Voilà. Je laisse la parole à Douglas qui va rentrer un peu plus en fait, dans la technique au niveau des fonctionnalités. Vous m'entendez? Oui, impeccable. Bonjour à vous tous. Donc, je suis le lieutenant Douglas, responsable de conduite de projet du SI GeoDirect. Donc, un certain nombre de personnels d'Arctic me connaissent, puisque je suis présent depuis le balbutiement de notre projet. Et on a pu réussir à avancer. Comme l'a dit le colonel, c'est long, c'est sur le temps long, mais on va y arriver. Alors pourquoi se doter de GeoDirect? GeoDirect, en fait, ce sont des cibles, comme l'a abordé le colonel, depuis 2008, qui sont en constante évolution et augmentation. C'est vrai qu'il faut remplacer le personnel qui part, mais aussi à savoir que dans nos unités, de plus en plus, nous avons des jeunes de la génération Z. Qui dit génération Z dit population versatile, contractuelle, qui au bout du premier, voire du second contrat, ils partent. Donc il faut savoir les remplacer. Donc c'est sur le long terme. Donc c'est pour ça que pour les remplacer, nos cibles ne cessent d'augmenter. Elles ne cessent d'augmenter pour vous donner un ordre d'idée. En 2020, nos conseillers en recrutement ont fait plus de 110 000 informations. 110 000 informations pour avoir 22 000 candidats qualifiés, donc intéressants pour nous. Et après, au niveau des contrats signés, 2635. Donc vous voyez un petit peu cette pyramide. On part de 110 000 et on arrive à 2635. Donc il faut aider nos conseillers en recrutement qui sont sur le terrain. Sur le terrain, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'unités. Certaines unités, il peut y avoir qu'un seul conseiller, voire deux. En moyenne, on est à 3,5.
pour couvrir peut-être 2, voire 3 départements. On est aussi en lien avec l'explosion du digital et du numérique. C'est vrai que la génération Z, aujourd'hui, elle naît avec un téléphone portable. Ça, peut-être que vous le connaissez avec vos enfants respectifs. Ils naissent avec la télé, les ordinateurs, les réseaux sociaux, etc. Donc, il faut effectivement se mettre au numérique. Et puis, on est en constante pression avec la concurrence, que ce soit l'externe, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui captent des profils qui pourraient nous intéresser et qui finalement, peut-être au niveau financier, peut-être que c'est plus intéressant à l'extérieur, et nous, on a du mal à les capter. Il y a des spécialités où on a beaucoup de difficultés à recruter, je pense aux informaticiens, ou dans le civil, effectivement, peut-être qu'ils sont mieux rémunérés, et donc ils préfèrent peut-être le civil. Donc à nous, après, effectivement, d'aller les chercher et de les intéresser. Mais cette pression concurrentielle aussi, elle vient de l'interne, puisque en fait, au ministère des Armées, les CIRFA, comme ils sont communs, colocalisés, on a l'armée de terre, la marine et puis l'armée de l'air, et chacun va piocher pour les mêmes spécialités. Donc bien sûr, il faut avoir un temps d'avance par rapport aux autres. Et ce temps d'avance, justement, on s'est posé la question et se dire, voilà, pourquoi pas Géodérec. La définition du besoin, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est aider nos conseillers en recrutement. C'est donner la main à nos conseillers, les tirer vers le haut pour atteindre justement nos cibles. À côté de ça, on a une multitude de suivis. Là, dans ma division où je suis, au bureau recrutement, qui s'appelle la division pilotage, on est à peu près, on va dire, la tour de contrôle du recrutement. En fait, on a beaucoup de fichiers de suivi que nos conseillers sur le terrain vont saisir. Et on a une multitude de données. Ce sont des matrices Excel avec beaucoup de données. Et c'est vrai que pour faire des statistiques, alors soit on fait des requêtes, soit on essaie de faire des graphes, mais c'est compliqué. Et c'est vrai que d'avoir cette multitude de matrices et de pouvoir ensuite les enfiler sur une cartographie, bien sûr, c'est beaucoup plus lisible. Et ensuite, bien sûr, c'est d'être mise aux normes numériques, c'est de se mettre aussi à la portée de la génération Z et de leur montrer que finalement, on a des produits innovants. Comme on dit dans l'armée de l'air, c'est une de nos valeurs, c'est l'excellence, et c'est de montrer que l'armée de l'air, on tend vers l'excellence. On a le Rafale, bien sûr. Il faut qu'à côté de ça, qu'on ait un produit qui est innovant et qui donne envie de venir chez nous. Pour le moment, c'était assez rustique. Dans les années précédentes, c'était surtout des postes fixes. Je pense que le Covid nous a aidés à franchir le pas et d'être enfin dans la mobilité et vers les portables. Et on tend vraiment vers ça. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'être le plus performant possible et d'accompagner nos équipes sur le terrain. Les gains obtenus par rapport à cette application, à cet applicatif, le SI Géodérec, donc pour nous, c'est vraiment de cibler au maximum nos jeunes recrues donc dans les établissements scolaires, sur les différents foyers au niveau de la population cible. C'est de capter donc l'attention des candidats de la génération Z avec des outils donc innovants sur nos matériels que l'on est en train de mettre en place. Donc il va y avoir des smartphones, ils vont avoir des tablettes, des ordinateurs dernière génération. De présenter à la hiérarchie, lorsqu'on vient en audit au bureau recrutement, donc des comptes rendus qui vraiment reflètent leur activité sur le terrain. On a eu le cas dernièrement, lorsque je me suis déplacé à Caen, où elle nous a présenté des outils des captures d'écran de Géodérec. Donc c'était intéressant, puisque là, on a bien vu effectivement là où elle allait, les différentes actions qu'elle menait et les performances qu'elle avait. Et donc le but, bien sûr, c'est d'optimiser l'activité, réaliser donc les objectifs fixés qui sont, comme je vous l'ai dit, de plus en plus à la hausse et qui seront de plus en plus difficiles à atteindre avec cette nouvelle génération. Par contre, à côté de ça, il y a un biais. Ce sont les difficultés que nous rencontrons tous les jours. Alors c'est sûr qu'il faut être sportif. Bon, je le suis un petit peu, je pourrais l'être encore davantage, mais c'est qu'on nous demande beaucoup de choses. Donc la gouvernance, l'homologation, la RGPD, c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes, beaucoup de choses que l'on doit mettre en place pour vraiment que ça soit compatible avec la sécurité de l'information que l'on a, et c'est tellement sensible cette information que l'on a au centre du MINARM. C'est pour ça que j'essaye de plus en plus de vous solliciter et que vous soyez vraiment à la pointe de ce qu'on demande, quoi. Experts hautement sollicités, comme je vous l'ai dit, on est une toute petite équipe, toute petite structure, et c'est vrai que
le souci de cette division, c'est que on aura peut-être un personnel qui va nous quitter l'année prochaine, en 2022. Et lui, c'est quelqu'un, voilà, un expert, voilà, vraiment confirmé, qui connaît, voilà, sur le bout des doigts nos suivis, notre matrice Excel. Et c'est un expert, voilà, hautement qualifié en géodérec. Le souci, c'est de trouver quelqu'un, voilà, qui soit à la hauteur du personnel qui va nous quitter, puisque là, ça va demander pas mal de compétences. Donc c'est sûr que le deuxième va pouvoir faire le parrainage du second, celui qui va arriver, mais à côté de ça, il va falloir à nouveau former. Peut-être qu'il y en a un autre qui va nous quitter ensuite. Enfin voilà, c'est en chaîne, c'est-à-dire qu'au sein du MinArm, chez nous, c'est compliqué d'avoir quelqu'un, voilà, de façon pérenne. Quelqu'un qui reste in vita aeternam et qui est dédié à Géodérec. C'est pour ça que c'est des équipes qui tournent, et pour nous, voilà, c'est une grosse difficulté. Et c'est de rester attentif, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire vivre Géodérec, on a besoin effectivement de venir, on ne va pas dire quotidiennement, mais peut-être dans les 2-3 semaines, etc. Il faut se remettre dedans, sinon on oublie complètement. D'accord ? Et ça, c'est une de nos grosses difficultés. Donc il faut rester attentif à ça. Au niveau des statistiques, on a lancé un sondage dans nos unités. Voilà ce qu'il en ressort. Pour nous, l'utilisation, donc actuellement, il l'utilise occasionnellement, ça se comprend. On a eu beaucoup de clics au départ, très peu maintenant, c'est parce que il y a eu la nouveauté. On s'est dit ouais, c'est un nouveau système d'information, c'est intéressant, donc on clique beaucoup. Et puis là, ça décroît, puisque c'est vrai que pour eux, les données de 2019, c'est bien, mais s'ils pouvaient avoir celles de 2020-2021, ce serait encore mieux. Par contre, le niveau de satisfaction, on voit que un gros pourcentage sont satisfaits de l'application. Au niveau de l'ergonomie, de la facilité d'emploi, ils sont à 98% satisfaits de la facilité d'emploi. Ils ont l'idée effectivement que c'est évolutif. Certains nous ont apporté des idées pour avancer dans différents projets, dans différentes études. Et après, ils se posent la question, est-ce que finalement ça va nous aider à rechercher des viviers de population? Mais lorsque l'on va montrer les nouvelles études que l'on met en œuvre, là ils vont se dire, bah oui, finalement c'est pas mal. C'est pour ça que là ils se posent des questions sous l'ouverture de nouvelles permanences, mais c'est quand même un outil qui est quand même prédictif pour de nouvelles permanences que l'on pourrait ouvrir sur certains territoires. Et au niveau des présentations, il y en a qui se posent des questions, pourquoi on utiliserait Géodérec pour vous présenter lors des visites de contrôle interne. Sauf que là, les unités qui m'ont présenté leur travail, finalement, c'est quand même intéressant pour nous. Nous arrivons à la fin de la présentation. J'espère qu'on a pu vous montrer, si ce n'est à ce stade du déploiement de l'outil, des résultats concrets sur, je dirais, les bénéfices qu'on peut tirer de Géodérec, au moins la démarche qui nous a conduit, vous l'avez compris, en fait, de ce besoin stratégique et vital pour l'armée de l'air et de l'espace en matière de recrutement, et de notre côté, de cet outil qui me permettra, en fait, au niveau du bureau recrutement, tout simplement d'aller prendre les bonnes décisions pour pouvoir atteindre les objectifs qui me sont assignés. Voilà. Merci pour votre attention, et puis si vous avez des questions, nous sommes prêts à y répondre, bien entendu. Alors, au niveau du planning, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps pour les questions. On a reçu 2 questions sur le live. Ce que je vous propose, c'est qu'on y réponde rapidement, et ensuite on va voir, mais je pense qu'il faudra peut-être réserver quelques questions à nos intervenants pendant le repas. On aura un peu plus d'1 heure pour échanger avec eux. Alors, donc on a une question. On vous demande si vous avez créé vous-même les bases de données des lycées ou s'il existe des bases de données publiques. Je pense même qu'on pourrait avoir des réponses en interne à cela. Au niveau des bases de données, effectivement, je pense que vous pouvez répondre, Arctic, fait partie de la base de données INSEE. Donc en fait, la fusion, nous, de nos bases de données au niveau des établissements scolaires ne vous apporte rien. Par contre, vous, votre base de données INSEE, la fusion des deux permet de cartographier ce qu'on vous a présenté. Merci. De rien.
On a une autre question. On vous demande sur quand datent les données qui ont été proposées. Il y a une personne qui précise notamment les journées d'appel 2020-2021 ont dû être perturbées. Donc de quand datent les données que vous nous avez montrées tout à l'heure? Alors, la base de données que je vous ai présentée, c'est celle de 2019. D'accord, ça explique que les données sont normales. Voilà. On est vraiment en fait sur une finalité de développement pour atteindre l'homologation, ce qui fait en fait que ces données ne sont pas encore pertinentes et up-to-date, je dirais, pour ce qui concerne les années 2020 et 2021. Voilà. Oui, je voulais vous demander comment, avant Arctic, avant la cartographie, donc vous aviez des fichiers Excel, mais est-ce que vous aviez d'autres outils qui seraient un peu complémentaires à ça pour faire votre cible? Non. Aujourd'hui, le dieu Excel est parmi nous. Je pense que nous sommes nombreux en fait dans ce cas-là. Et malheureusement, nous en discutions tout à l'heure avec monsieur le directeur, il faut forcément prendre le temps en fait, d'investir, de se doter en fait, de nouveaux outils pour pouvoir espérer progresser. C'est d'autant plus vrai au sein des forces armées. Je m'explique. Je parlais tout à l'heure de la spécificité de ces capacités opérationnelles qui sont générées au sein des forces armées et du caractère pérenne en fait, de ces capacités opérationnelles. Nous devons trouver au sein des forces armées le juste équilibre entre se doter en fait, de nouveaux outils, quels qu'ils soient. C'est d'autant plus vrai en fait, dans le domaine informatique. Mais de nouveaux outils qui sont particulièrement adaptés à nos besoins, mais qui ne sont pas en fait, volatiles et je dirais qui disparaîtraient alors qu'ils viennent juste d'arriver. Le caractère pérenne des capacités opérationnelles perdrait alors tout son sens. Et c'est ce juste équilibre qu'il convient de trouver. Alors, je pense en fait que malgré tout, nous n'avons pas suffisamment investi en fait, et c'est désormais en fait le cas sur ce type d'outils, ce type de démarche. L'approche notamment en fait de l'intelligence artificielle fait partie également des secteurs de développement en fait du ministère des Armées. Et encore une fois, quelle que soit la pertinence et la performance en fait d'Arctic, de Géodérec, ce sera forcément associé à d'autres outils qui seront développés en fait dans d'autres domaines et qui seront compatibles et je dirais complémentaires. Voilà. Mais je pense qu'Excel a de beaux jours encore devant lui. Bon, elle est ultra courte. Je reviens au lycée. Dans les bases INSEE, parce que pour d'autres raisons, j'ai dû chercher ça. Il y a le fait que le lycée est présent sur le polygone A ou B de communes. Mais est-ce que vous avez les données d'adresse pour pouvoir les géocoder en XY à la rue près à l'INSEE? Oui, effectivement, les experts, c'est ce qu'ils font comme travail en fait. Pour cartographier les unités recrutement, on met les adresses. Voilà. Ah voilà, donc c'est eux qui le font. Oui, tout à fait, oui. Il y a un dataset public qui existe à l'ONICEP, sinon, qui a le XY, mais il n'est pas complet. D'accord. Et sinon, il y a l'étudiant qui est payant et qu'on peut géocoder après. Mais, voilà. Alors pour les établissements scolaires, ce sont les bases. Par contre, pour nos unités, c'est nous qui rentrons effectivement les coordonnées. Ce que je vous propose, c'est... déjà, merci. Merci d'avoir répondu à ces questions, de vous être prêté à ce jeu.